Bon, on y va? Ouais, nous on a un petit bug Hello Théo. sur le Sur nombre le de retour, ouais, sur le nombre de personnes en direct. Donc à partir du principe que que vous êtes plus que un. j'espère. Bon, pour ceux qui nous connaissent, on va faire ceux qui nous connaissent pas. Pour ceux qui nous connaissent, on va se présenter. Uniquement pour ceux qu'on connaît, ceux qui nous connaissent. Du coup, petit tour de table. Je te laisse commencer, Thomas. Yes, donc Thomas, cofondateur de l'agence avec ces charmants gentlemen, Benjamin et Glenn. Et aujourd'hui, mon rôle au sein de l'agence, c'est globalement tout ce qui touche à la structuration du développement, puisque je fonction de directeur général. Et puis, je bosse quand même encore beaucoup avec Benjamin et Glenn sur certains volets des recommandations stratégiques pour les clients, puisqu'historiquement, mon expertise première, c'était l'achat média. Mais au contact de Ben et Glenn, je me suis aussi beaucoup formé à la strat social media depuis presque 4 ans maintenant. Et on travaille tous les trois de concert sur les strats, d'où ma présence aujourd'hui aussi. Vas-y, Ben. Du coup, moi, c'est Benjamin. Du coup, je suis directeur de création chez Tierfest. Donc, j'accompagne notre équipe créative, production, post-production au quotidien pour réussir à développer des formats qui performent et qui se développent sur les comptes de nos clients. Donc, on a une vraie culture de l'organique chez Tierfest et ça passe par la créativité. Donc voilà, donc c'est mon job d'accompagner d'accompagner les équipes sur cette dimension-là et ce contexte, comment on réussit à créer des contenus performants qui vont challenger les marques en 2024. Et moi, en plus d'être happiness manager pour Tierfest, je m'occupe du pôle social media et de toute la partie stratégie de marque, comment on crée des stratégies cohérentes qui performent. On fait des choses que les autres ne font pas, des choses difficiles, mais des choses qui fonctionnent. Et voilà, donc on accompagne les marques là-dedans, à être en avance. Ça résume assez bien notre quotidien. Exactement. Vous faites des choses difficiles que personne ne fait. Mais Faites, ça marche. faites une chose difficile dans votre journée et vous en serez fiers. Allez hop, on m'a- cut. Il m'a volé ma tagline. Ah là là. Objectif billionnaire marqué dessus. Exactement. Donc une petite rapide présentation de l'agence, hein, c'est important de l'avoir en tête. Ce qui est important à souligner, c'est qu'en 2020, du coup, on a co-créé l'agence tous les trois. On avait vraiment une compétence technique opérationnelle de base. On est passionné par les réseaux sociaux. On était tous les trois freelance et experts sur notre domaine et on a construit l'agence sur cette expertise-là, la passion de la food, la passion du social media et surtout créer des contenus qui nous amusent et qui performent. Je pense qu'on a vraiment réussi à garder ce cap-là qui était important pour nous. Aujourd'hui, on a des beaux chiffres. Je pense que Thomas, tu peux... Ouais. Donc sur l'évolution de l'agence ces 4 dernières années, donc on a mis 3 ans d'existence, bientôt 4. Notre anniversaire, c'est en mars, pour celles et ceux qui voudraient nous le souhaiter. Celui de Benjamin et moi aussi, donc si vous le souhaitez, Voilà. vous pouvez. Vous pouvez faire un tir groupé. Souhaitez tout le 11 mars. Tierfest, Benjamin, Glenn, le 11 mars, ça marche. Plus de 40 collaborateurs, puisque au dernier décompte, on était 44 en nous comptant tous les trois. Après, il y a un peu de mouvement dans les effectifs en ce moment. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. La vie d'une agence. Mais ouais, plus de 40 collaborateurs, plus d'une cinquantaine de clients récurrents. On espère que le chiffre va bientôt augmenter, puisqu'on a eu une belle fin d'année sur le plan commercial. On a présenté beaucoup de choses novembre, décembre et janvier, puisque jusqu'à hier encore, j'étais à Paris pour pitcher avec Mélanie. Donc on espère qu'on aura plein de belles choses à annoncer dans les semaines qui viennent. Il y a même un indice sur un nouveau client sur cette table. Voilà, on ne sait pas lequel c'est, mais on l'annonce bientôt. C'est très très dur à deviner. Et après, quelque chose qui nous suit depuis le départ et qui n'a pas changé, c'est le fait qu'on internalise toutes les fonctions. Donc CM, Créa, Ads, nos 2 chefs cuisiniers qui sont sans doute trop occupés derrière leur marmite pour nous écouter, mais s'ils nous écoutent, on les embrasse. Et ouais, un parti pris qui est un petit peu osé, puisqu'il y a beaucoup d'agences qui aujourd'hui externalisent pas mal de choses, avec souvent les gens qui font la strat et des chefs de projet en interne, et puis après des réseaux de partenaires, de freelance ou d'autres agences auprès de qui ils sous-traitent. Nous, on a fait le choix inverse. Pour 2 raisons, et c'est ce qu'on dit à nos clients. La première, c'est les standards de qualité, puisqu'on produit quasiment 600 contenus par mois aujourd'hui pour les clients de l'agence. Très compliqué de réussir à définir et maintenir des standards de qualité si on externalise la prod et la post-prod. Et puis aussi des questions de logistique, comme je le disais, plus de 600 contenus par mois. C'est quand même un
sacré travail au niveau de la logistique. Et donc, Grosse volonté de culture aussi. Ouais. Créer une vraie culture Tierfest, une culture différente de peut-être d'autres agences. Et donc ça, on voulait vraiment avoir notre propre identité et notre propre équipe, quoi. Exactement. Pour vous expliquer un peu comment va fonctionner notre présentation aujourd'hui, notre webinaire. 3 parties. La première, on va faire un petit bilan 2023. Vous allez voir, spoil, c'était l'année de la vidéo. Clairement, 2023, ça a été notre gros challenge. Comment passer tous nos clients avec beaucoup plus de contenu, format portrait vidéo, avec la tendance de TikTok, etc. C'était notre grosse ambition de l'année, on l'a bien réussi. On fera aussi un petit voyage dans le futur pour dire qu'est-ce qui va performer en 2024 et ce en quoi on croit. Et c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'analyse de la data et des tendances, ce qu'on fait pour nos clients. On voit, il y a des choses qui se dessinent. Et à la fin, on fera un petit foire aux questions. Vous nous avez posé des questions sur Instagram et on va y répondre. Faut pas hésiter du coup à nous poser des questions aussi pendant LinkedIn. Parce que, rappelez-vous, il y a un superbe calendrier à gagner. Et juste pour compléter par rapport à ce que tu disais, Ben, 2023, grosse année puisque double challenge, à savoir la vidéo, qui prend une part de plus en plus importante, mais aussi un gros enjeu d'améliorer la qualité des productions, parce qu'on voit aussi que le niveau s'élève vachement, chez les influenceurs en particulier, certains médias. De plus en plus, Donc un gros enjeu aussi à continuer d'améliorer nos productions, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et là-dessus, vous verrez, il y a des belles choses qui arrivent. Et puis toute l'équipe en prod, toutes les équipes en prod et en post-prod sont aussi mobilisées pour essayer de continuer à faire grimper le niveau de qualité des productions de Tierfest. Pour faire écho à ça, on commence par un format chez Tierfest qu'on travaille beaucoup, qui est nos vidéos recettes avec le rôle de nos chefs qui est important. Souvent, les personnes pensent que nos chefs sont là pour nous faire des petits plats, mais pas du tout. Ils sont là surtout pour travailler pour nos clients avec un gros enjeu sur faire du beau. C'est-à-dire quand on n'a pas forcément l'incarnation, comment on arrive à créer des vidéos virales avec du beau. On voit des comptes là, on a un compte VG là qu'on suit beaucoup et qui est passé de 500 000 à quasiment 1 million en un mois avec vraiment du contenu surtout très beau. Donc ça, on a un enjeu là-dessus à avoir des choses gourmandes et belles. On travaille beaucoup sur le sound design aussi. Là, on a commencé sur 2023 et sur 2024, nos vidéos recettes seront avec du son. Puis on a un enjeu aussi à trouver des angles différents. Comment on arrive, là c'est l'exemple, on reproduit une recette de Friends pour le Ster. Comment on arrive à trouver un angle qui change de ce qui est fait par les autres pour interpeller. On a un gros enjeu sur les 3 premières secondes à interpeller et ensuite que la vidéo soit bien montée et puisse être captivante pour garder les personnes. Donc en fait, on se pose beaucoup la question, vous verrez, en 2023, on a fait beaucoup de tests. C'était vraiment l'année pour réussir à comprendre comment réussir à créer des contenus qui performent en organique. Et notamment sur la partie recettes, on a retravaillé du coup des storyboards, un peu des étapes clés pour réussir à se distinguer. On a aussi rajouté des assets où il y avait vraiment une époque, on va dire 2022, où on enlevait la marque, on mettait pas trop d'assets qui étaient présents. En 2023, en fait, ça va avec la tendance de TikTok, etc., avec des assets en natif qui étaient partagés sur les contenus. La disparition des miniatures, pas de miniatures sur TikTok, il fallait rajouter des assets. Donc on a fait un gros travail là-dessus pour trouver la recette, sans mauvais jeu de mots, qui performe. Sur la partie consommateur, on avait un gros enjeu qui est, vous allez le voir, sur la partie consommateur et collaborateur. La plupart des marques, tout à l'heure quand je disais on essaie de faire des choses difficiles, c'est-à-dire la plupart des marques faisaient des choses relativement simples, ils avaient un graphiste en interne, ils faisaient quelques contenus et ils postaient ça sur le réseau. Nous, notre enjeu, c'est pas de faire des choses simples, c'est de faire des choses qui fonctionnent. Et on a un enjeu à ce que les marques soient beaucoup plus proches de leur communauté et pour ça, il faut incarner les marques, soit via le consommateur, c'est ce qu'on a commencé à créer en 2023, où en fait, le fait d'avoir des consommateurs va faire que vous allez pouvoir vous projeter en fait dans les échanges. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que c'est très divertissement, avec un angle très divertissement, où en fait, on prend du plaisir à regarder les contenus et en fait, les problématiques de marque, ce que la marque vient amener dans le quotidien, en fait, on l'amène avec un prisme divertissement via le consommateur et on gagne en authenticité via ce type de contenu. Ouais, quelque chose à retenir, c'est qu'on fait jouer l'utilisateur. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de formats
où l'utilisateur joue en même temps. Derrière, il attend à voir la réaction de la personne. Et on a créé chez Tierfest, c'est là notre force, c'est des pilotes en interne, où en fait on teste des nouveaux formats, on les met en pratique, on les développe pour des marques, etc. Et je pense en 2024, notre gros enjeu, c'est comment réussir à l'ouvrir du coup avec des consos, réussir à développer cette expérience studio. Petit spoil pour la suite, on a des super locaux aujourd'hui qui sont vraiment pensés pour ça. Exactement. Petit focus sur la pédagogie, c'est toujours aussi un angle pour les marques, comment on fait passer les bons messages. Et pour nous, l'enjeu, c'est de se dire, en fait, les questions qu'on peut être amené à se poser quand on est à table, quand on est au restaurant, sur l'utilisation d'un couteau, sur la découpe d'un fromage. Là, c'est 2 exemples avec Pavé Lafinois. Comment on y répond de façon synthétique et captivante. L'objectif, c'est d'avoir la bonne problématique et ensuite, avec cette bonne problématique, une vraie problématique conso, pas une problématique marque, une problématique conso, comment on y répond de façon la plus simple possible. Là, c'est des enjeux où il n'y a pas forcément d'incarnation. Vous allez le voir aussi que sur 2024, on va aussi de plus en plus mettre des têtes, c'est-à-dire même que le community manager derrière Pavé Lafinois puisse aussi incarner ces moments de vie-là aussi pour qu'il y ait aussi de l'identification pour la marque. D'une manière générale, ce que je trouve intéressant aussi avec ces contenus-là, je trouve que c'est plus facile parfois sur ce type de contenu de se projeter sur cette notion de ce qu'on appelle le curiosity gap, comment on ouvre des boucles en introduction d'une vidéo, comment on tient ensuite et comment on tire le fil, comment on construit une narration, et toute une histoire qu'on va venir raconter qui vont nous permettre de clôturer la boucle à la fin, puisqu'on le sait, la rétention d'audience sur les formats vidéo, c'est quelque chose qui est primordial, qui est scruté par les algorithmes, qui est déterminant dans le fait de réussir à savoir si une vidéo va se propager ou pas. C'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Sur les formats divertissants, il y a des enjeux, on va dire, assez naturels qui sont relatifs au challenge qu'on va mettre en scène, etc. Sur des vidéos pédagogiques, ça demande un petit peu plus de travail d'écriture, ou en tout cas un peu plus de recherche sur les angles qu'on va choisir d'adopter, pour justement faire en sorte que, ça interpelle le conso, et puis qu'on ouvre cette fameuse boucle qui fait que la personne va rester jusqu'à la fin pour avoir la réponse à sa question, quoi. Il y a un travail d'écriture qui est peut-être un petit peu plus poussé qu'on peut l'avoir sur d'autres formats. C'est là que nos community managers passent du temps vraiment à éduquer aussi leurs compétences et leur culture sur leurs marques sur lesquelles qu'elles accompagnent, etc. Prenez l'exemple, aujourd'hui des comptes qui performent dans l'œnologie ou dans le fromage, par exemple Lucie Affineur qui est génial. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous encourage à aller voir sur TikTok, mais c'est un gentil monsieur qui est fromager et qui affine dans sa cave du coup des fromages, et il l'explique avec beaucoup de pédagogie pourquoi c'est top fromage, etc. Et c'est très intéressant. Je pense que vraiment... Pédagogie et passion aussi, je pense. Tu vois, sentir que la personne qui est derrière est passionnée, c'est un vrai enjeu aussi. Et ça a ouvert, du coup, je pense TikTok a ouvert le potentiel de toutes les personnes qui avant ne savaient pas faire de montage derrière, mais qui avaient des belles choses à raconter. Aujourd'hui, sur les réseaux, il y a des attentes des utilisateurs d'avoir de l'authentique et du vrai. Exactement. Micro-trottoir. Ouais. Alors, c'est le format qu'on avait développé du coup en 2022. On l'a poncé en 2023. Clairement, on faisait partie des premières agences à le mettre en place pour nos clients. Au départ, on était vraiment très orienté avec une question, un avis d'une personne. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans la rue aussi, faire jouer à des jeux les consommateurs ou leur poser des questions un peu plus ludiques. Et un peu moins produit. On a été très produit au départ, et là aujourd'hui on est plus un peu comme tout à l'heure pour les consos. Là, dans tous les cas, on va à la rencontre des consos, vraiment des problématiques qu'ils peuvent avoir au quotidien et dans lesquelles on a envie d'avoir une réponse, plus que des fois un versus entre 2 produits ou autres qu'on a pu faire et sur lesquels on y revient. Donc en 2024, du coup, on va garder cette idée de micro-trottoir, et on a trouvé une petite mutation qu'on va mettre en place, où à la place d'aller chercher les consos, on va les faire venir chez nous. On y croit aussi dans le sens où on va pouvoir réussir à produire des formats qui se distinguent un peu plus, comme très contraignant d'aller dans la rue et ramener un set de studio ou des mécaniques de jeu, etc. Ce sera beaucoup plus simple dans nos locaux. Et on n'en a pas parlé, mais très important, parce qu'il y a quand même souvent une notion d'incarnation ou à minima quelqu'un qui doit conduire le format. C'est vraiment important que la personne qui est en charge d'animer ce format-là soit formée, ou en tout cas ait les bons outils pour réussir à récupérer aussi, entre guillemets, les bonnes réponses de la part des consommateurs. Il y a un vrai travail de direction de la part de la personne qui effectue l'interview. Elle doit comprendre quelles sont les réactions et quelles sont les réponses dont elle a besoin pour qu'on puisse derrière faire un contenu qui engage, et elle doit aussi réussir à conduire et à diriger un petit peu
le consommateur qui souvent est quelqu'un qui a été interpellé dans la rue. Donc ça demande des vrais skills. C'est pas évident, des vraies compétences à développer, mais c'est ce qui fait la différence entre un micro-trottoir un peu banal, un peu so-so, et quelque chose de très dynamique, de très drôle, dans lequel on aura de la matière première à valoriser et qui peut faire un format qui engage bien, quoi. On a de très bons micro-trotteurs. Très bon micro-trottoir. Ouais. Même le meilleur micro-trotteur de Rennes est revenu en plus à la maison, donc petite dédicace. Il se reconnaîtra. Ouais. Enjeu sur gros enjeu 2023, hein. On parlait de l'enjeu de 2022 sur les micro-trottoirs que Ben avait été spoté aux États-Unis. Il voyage beaucoup, hein, mais dans son canapé. Ouais, c'est son VPN qui voyage. C'est ça. Quand ton VPN voyage plus que toi. L'enjeu, c'était sur la marque employeur. En gros, il y avait des grosses problématiques de recrutement chez nos clients. Et donc, nous, avec notre vision, on s'est dit, est-ce qu'on a la légitimité pour aller travailler sur ces sujets-là? Et en fait, on s'est rendu compte qu'une grosse partie de la communication marque employeur qui était faite aujourd'hui n'intéressait pas les gens, était dirigée vers l'interne, était concrètement très chiante. Et donc, en fait, on s'est dit, comment on recrée du contenu plus marque employeur, avec un angle un peu plus de divertissement, où on va encore réussir à faire passer des messages et où on va réussir à redonner un capital sympathie à la marque, à réussir à véhiculer leurs valeurs aussi, hein, qu'ils ont derrière, les valeurs de l'entreprise. Comment on arrive à le faire? Là, c'est un exemple, par exemple, avec Donna, où on peut parler justement produits, RS et tout ça, mais via un quiz, ou alors le travail qu'on a pu faire avec Savéol aussi, avec les agriculteurs, qui ont tout notre soutien, on le redit, avec les agriculteurs, comment on arrive justement à pas avoir un message. On a testé des contenus face cam, par exemple, d'agriculteurs ou de collaborateurs qui parlent RSE ou autre. En fait, personne. On avait des vues à 3 secondes et après ça chutait. Là, on a vraiment pris un autre prisme. On divertit et on arrive à faire passer des messages derrière. C'est pas juste divertir pour divertir, c'est divertir et faire passer des messages. Et c'est quelque chose qui fonctionne et quelque chose qu'on va vraiment renforcer là sur 2024. Je pense à Dossi qui vient le 14 février chez nous. Justement, leurs équipes sortent aussi un peu de leur bureau pour venir chez nous. On va recréer un peu des studios Dossi chez nous et comment on va réussir à avoir une vraie mise en avant des collaborateurs et comment on crée un enjeu de capital sympathie pour la marque. Pour moi, il y a 2 sujets là-dedans. Il y a souvent les thématiques qui sont abordées, les angles qui sont choisis, qui ne sont pas forcément les plus porteurs, en tout cas ceux qui parlent ou qui intéressent le plus l'audience cible. Et puis après, il y a tout ce qui va être lié à l'appréhension des personnes qui doivent se livrer à cet exercice, qui n'est pas un exercice facile. Et c'est là où l'interaction avec quelqu'un d'autre, soit par le biais d'un format qui aura été imaginé pour engager plus, soit en mettant en scène plusieurs collaborateurs et en les faisant interagir, ça aide à faire tomber des barrières, moins d'appréhension, des gens qui sont plus naturels devant la caméra, et donc des formats qui performent mieux et qui engagent plus, quoi. Petit focus sur le format podcast. Qui fait aussi écho, hein, que là on a créé avec des influenceurs, mais qu'on peut aussi créer avec des collaborateurs. Là, l'enjeu était double sur cette campagne-là. C'était une campagne aussi pour Pavé d'Affinois, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Comment on fait pour rentrer dans le quotidien des influenceurs food, là où souvent les marques vont leur envoyer des produits, vont faire des recettes. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrisait et dont on avait moins besoin. Donc, comment on fait pour entendre un peu ces influenceurs food qu'on entend des fois un peu moins parce qu'ils sont derrière leur fourneau, mais on ne connaît pas toujours leur vie. Comment on fait pour que la marque vienne s'inscrire là-dedans? Donc, on a créé un format plateau de fromage qui a cartonné pour Pavé d'Affinois. Donc, ça fait partie aussi des enjeux qu'on a sur 2024. Comment ce format podcast qui amène beaucoup d'authenticité, qui peut aussi être où on peut retrouver un peu ce côté face cam, mais avec plus d'authenticité, beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus simple à faire parce que c'est un échange entre 2 personnes, c'est pas juste une personne face à une caméra qui stresse et qui est gênante. Oui. Donc, et important à avoir en tête, c'était en fait les capsules ont été créées à partir du coup d'un format long, oui. publié sur YouTube. Quelque chose aussi on croit beaucoup en 2024, oui. C'est créer un format long, réussir à le découper en capsules et inciter du coup l'utilisateur à aller consommer un format long. C'est sûr que pour faire de la répétition de marque, c'est beaucoup plus simple sur un format plus long, etc., qui permet de rentrer en détail dans plus d'informations, etc. Donc, exactement. Peut-être sur la partie humour incarné, faut savoir que pour nous aujourd'hui, c'est très important. Il y a beaucoup de marques qui font de l'humour, mais ça floppe
parce que en fait elles sont trop focus sur C'est pas drôle. Ils sont pas drôles et en même Ça nous temps arrive aussi. Hein. et en même de temps du coup elles sont trop focus sur leurs problématiques et pas assez sur les problématiques du conso. Le meilleur moyen de créer quelque chose qui va faire rire, etc., c'est de partir de quelque chose du quotidien et derrière le pousser un peu plus loin. Vraiment, on est sur un peu le côté caricatural qui est intéressant. Et nous, ce qu'on aime bien chez Tierfest, c'est on se liste avec les community managers toutes les situations que pourrait vivre du coup le conso. Et derrière, on en fait du coup des mini-histoires qui sont intéressantes, qui permettent de créer du lien et montrer du coup au consommateur, à l'utilisateur, que en fait, la marque le comprend. Et la question que vous devez vous poser quand vous créez des formats humour comme ça, c'est est-ce que vous avez envie de le partager à un ami ou pas quoi. Et c'est ça le gros enjeu pour nous, c'est que ça soit partagé, envoyé et que la marque puisse voyager comme ça. Et on souligne du coup l'acting de nos community managers qui sont fantastiques là-dessus. Donc, Good job Lucie et Lisa. Focus. Ouais, Bordélien. donc aussi les marques en 2023 nous ont challengé sur comment on fait pour réussir à sortir des standards. Créer des contenus qui vont à la fois être percutants pour l'utilisateur, mais aussi qui vont permettre de créer un souvenir mémorable pour l'utilisateur. Aujourd'hui, vous pouvez le voir dans les recommandations qu'on fait, ce sont des formats qui sont standardisés, qui existent pour plusieurs marques, etc. On le fait mieux que les autres, mais On essaye. mais dans tous les cas, en fait, ça reste quand même des standards. Donc, on aime bien aussi en sortir et créer en fait une expérience un peu différenciante. Il y a peu de marques qui font des comedy clubs ou qui créent un comedy club, etc. On avait cet enjeu de créer un format avec des humoristes. On s'est posé la question de comment on fait pour parler de la Bretagne avec humour. Du coup, on va créer un événement physique. On la record, on a créé des capsules avec plusieurs personnes. On a développé l'univers de marque en créant Armor Délire de la marque Armor Délice. Et ça a vraiment performé, les personnes qui étaient présentes sur place, parce qu'on a réussi à lier un événement physique avec une communication du coup social média. Je trouve que vraiment pour 2024, c'est des choses qui vont être presque devenir naturelles. Comment on fait pour réussir à rendre l'expérience physique aussi tangible, l'expérience social média aussi tangible du coup au quotidien. Je me suis embrouillé. Je peux continuer. Mon social media, potentiellement, si vous passez pas beaucoup de temps sur TikTok, peut vous faire peur. Warning. En fait, aujourd'hui, sur TikTok, il y a beaucoup de créateurs, quand ils veulent partager du coup une blague, etc., mais qui ne sont pas forcément à l'aise sur de l'incarnation, ils ont trouvé le réflexe de créer du coup des mèmes fonds verts. Donc il y a beaucoup de comptes, Instagram notamment, un que moi j'utilise beaucoup, qui en fait détourne du coup des mèmes pour que d'ailleurs on puisse les intégrer dans des vidéos. Typiquement, on a mis l'exemple de ce qu'on avait fait pour le Ster. Typiquement, c'est des formats aussi qui marchent très bien, qui permettent de réagir rapidement à l'actualité et surtout en fait qui peuvent être activables à n'importe quel moment. Nous aussi, on aime bien quand on crée un peu le kit Tierfest, c'est qu'on a des formats plus longs à produire, des formats qui sont standardisés, qui sont classiques, et après on a les formats très rapides, créa graphique ou même comme cela, quand on a une actualité sur laquelle on veut réagir, qu'on ait un peu des petites cartouches. Ouais, ça c'est important, hein. C'est aussi le rôle du community manager, d'être en capacité de rebondir à l'actualité, ce qu'on peut retrouver chez un Burger King ou des références comme ça dans le monde du social media. C'est aussi le rôle chez nous de nos community managers d'être en capacité de rebondir vite à l'actualité. Petit élément sur le fait qu'on est arrivé aussi sur Twitch. C'était une plateforme qu'on n'avait pas adressée jusque-là. Il y avait un enjeu là pour le port français à aller travailler sur une cible un peu plus jeune, donc de travailler avec des influenceurs. Souvent, là, notre prise, c'était les influenceurs vont chez les éleveurs. Là, on a inversé les choses, ce qui nous a permis aussi d'avoir des chiffres assez dingues. Je crois qu'en live, on a dépassé les 100 000 personnes, donc ce qui était top, et un peu plus de 4 millions d'impressions sur toute la campagne, avec toujours la même mécanique, format long, découpé en short et diffusé après sur YouTube Short, sur Instagram, etc. Donc gros enjeu sur format long et court. Et en lien de ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a réussi à rendre intéressant le discours de l'agriculteur, où derrière, on était sur quelque chose, toutes les capsules qui étaient produites jusqu'à présent, très questions-réponses classiques, très cadrées, très, on va dire, très lisses. Aujourd'hui, le live, c'était vraiment un bon exercice pour réussir à créer de la proximité entre du coup l'éleveur et du coup la communauté de l'influenceur. Je pense que cette notion d'éditorialisation, trouver le bon angle, essayer d'aller plus loin que les choses un peu plus littérales, premier degré qu'on a pu voir, et comment on essaie de faire ce pas de côté pour valoriser de façon un peu plus créative des produits, des professions, des industries
qui aujourd'hui, qui historiquement ont beaucoup mis en avant les bénéfices produits, des engagements, des choses comme ça, mais qui le faisaient de façon très littérale. J'ai pas de meilleur mot qui me vient, mais d'essayer de se dire comment est-ce qu'on arrive à trouver des angles où voilà, on sort un peu du cadre, on fait un pas de côté. Et c'est là qu'on arrive à interpeller, et c'est là qu'on arrive surtout à vraiment se différencier de ce que font les concurrents, quoi. Et n'ayez pas peur, hein, le live Twitch, pour le coup, c'est pas dangereux. Des fois, on a un peu peur de la communauté. T'aurais dû être en live Twitch recette, là. Exactement. Ouais. Mais en fait, en vrai, la communauté, par exemple, de Le Boozer, hein, typiquement avec l'éleveur, a été ultra bienveillante. Ils ont répondu, passé beaucoup de temps. À la base, ils devaient jouer beaucoup aux jeux vidéo. Ils se sont retrouvés à beaucoup répondre à des questions parce que la communauté était très curieuse de savoir, les envies et le quotidien de l'éleveur. De l'éleveur. En plus, c'était un jeune éleveur qui, reprenait l'élevage de ses parents, etc., qui était en études. Donc, c'était assez intéressant pour l'audience. Donc, vraiment coup de cœur pour cette campagne sur 2023. 2024 fait quoi, les gars? Je sais pas. La réponse. Donc, là-dessus, on a plutôt orienté cette partie-là plutôt en mode table ronde. On a des choses, je pense, à creuser, à dire tous les trois. Moi, je mets les pieds dans le plat, mais je trouve que en 2023, on était beaucoup sur l'UGC. C'était le mot qui était dans toutes les bouches. Mais en fait, du coup, on a perdu le côté User Generated Content. On est retrouvé sur Actor Generated Content. L'AGC. Déposé. Hein. mais je trouvais que du coup, on avait perdu en fait ce côté authentique qui a vraiment, qui pour moi, qui a disparu. Derrière, en fait, typiquement, l'utilisateur, maintenant, il voit quand c'est une campagne qui est faite avec un acteur, etc. Il n'y a plus le côté user, quoi. Donc, en fait, on se trouvait intéressant, c'est de se dire en 2024, comment on fait pour suivre la tendance et analyser tout ça. Et en fait, on aimait bien le move de McFly et Carlito, qui était clairement de revenir à des choses plus basiques, faites en studio, avec des mécaniques de jeu simples dans lesquelles on va créer de l'interaction. En fait, c'est plutôt le jeu qui va créer un contexte pour réagir, pour partager du coup leur quotidien, etc. Et on trouvait ça intéressant. Il y a deux formats que je trouve très bons. Le premier, c'est on teste du coup, on essaie de reconnaître les eaux plates, là pour le coup, à l'aveugle. Donc intéressant, battle entre les deux, format long, je crois qu'il dure 30 à 40 minutes. Assez intéressant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il parle d'autres choses en même temps. Et après, il y a le format du coup raclette. Donc soit tu dégustes une raclette, soit tu passes la raclette sur les vitres. Ils sont passionnés des jeux de mots là-dessus. Et en fait, ils se challengent sur Rocket League, donc un jeu vidéo. Et en fait, du coup, c'était deux duos de youtubeurs qui ont bossé dessus. Et en fait, clairement, la vidéo à la base, c'était jouer plusieurs parties de Rocket League, désolé. Et en fait, ils se sont retrouvés à parler pendant 30 minutes de leur quotidien, etc. Moi j'ai vraiment trouvé cette discussion authentique assez passionnante. Moi ce que je trouve intéressant là-dedans par rapport aux enjeux des marques, c'est que, et c'est quelque chose qu'on dit depuis un moment, et ça moi j'ai une conviction profonde sur ce truc-là, c'est que les marques qui réussissent le mieux sur les réseaux sociaux, elles ont une posture de facilitatrice. En gros, elles sont au service de leur communauté et elles facilitent des moments, des événements, elles créent des opportunités pour les gens de se retrouver. Et en ça, je trouve que ce genre de contenu est hyper intéressant parce que, sur les possibilités d'intégration de la marque de façon très naturelle, assez spontanée, pas ouvertement promotionnelle ou trop transactionnelle, ça ouvre un terrain de jeu qui est hyper intéressante. Et il y a vraiment ce truc de dire, on est là pour notre commu, on est à l'origine d'événements, on crée des concepts, on crée des challenges, on rassemble des gens et on est vraiment au service de notre audience, quoi. On accepte le fait de passer peut-être un tout petit peu au second plan et on accepte ce rôle de facilitateur. Je trouve que ça résume assez bien la posture, en tout cas pour moi, que peuvent prendre les marques aujourd'hui sur les réseaux. Clairement, et je pense juste pour rebondir, c'est que ça, c'est le constat qu'on fait. Et donc nous, notre enjeu, ça va être un peu comme McFly et Carlito l'ont pu le faire, c'est on recrée un studio, puis nous, on va amener soit des consommateurs, soit des collaborateurs de la marque à créer un contenu divertissement comme ça, avec des mécaniques simples, mais qui fonctionnent. On peut même penser à Squeezie sur Qui est l'imposteur, où il y avait une phrase de Orelsan pendant le docu que je trouve intéressant. Il disait que c'est une des seules interviews où il était vraiment naturel. En fait, nous, ça va être ça aussi notre enjeu, c'est que les collaborateurs soient vraiment naturels dans ces formats, ou alors les consommateurs soient vraiment naturels. Et c'est là qu'on va créer des formats qui sont cool, parce qu'on voit beaucoup de formats essayer de copier ça, mais en fait, ils sont pas naturels. Et donc, des fois, quand on n'est pas naturel, on peut vite être gênant. Et donc, c'est pas vraiment le but. Donc, et passer plus de temps sur le concept, l'écriture, que sur la prod. Clairement, McFly et Carlito, ils ont divisé par 5 leur coût de production.
Vraiment vous pouvez aller voir les formats qu'ils faisaient avant, ils étaient vraiment sur des gros concepts avec beaucoup de prod, etc. Quelque chose de plus authentique, ils font autant de vues. Donc, Parce qu'on sous-estime l'écriture et le temps de travail qu'il y a derrière. Les recettes du futur sont tout de même les recettes qu'on... Il y a une vraie continuité là-dessus, sur les recettes qu'on va créer pour 2024. On aura un enjeu à créer des recettes les plus satisfaisantes possibles. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé en 2023, mais qu'on va continuer d'utiliser en 2024. On va aussi travailler sur différents formats. On va continuer d'avoir des angles aussi un peu différents. On va raconter des histoires pendant ces recettes. On aura du sound design sur ces recettes. Voilà, on va tenter encore pas mal de choses et on va continuer de travailler sur des belles lights, sur des beaux mouvements, sur plein de belles choses. J'aimais bien aussi ce slide-là pour rappeler qu'en interne, on a des équipes qui bossent du coup sur comment on fait step up nos formats. Donc d'un côté, on produit pour nos clients et d'un autre côté, on passe du temps à step up et à évoluer. Tierfest, on est vraiment cette agence, on a cette culture de comment on fait mieux chaque mois, chaque format, chaque contenu. Et du coup, ça passe aussi sur des formats qui sont classiques pour nous, qu'on maîtrise bien la recette. Et je trouve qu'en 2024, il ne faut vraiment pas rester sur ces acquis. Pour toutes les marques qui vont se développer, il y aura des influenceurs qui vont passer 3 semaines, 4 semaines sur un contenu genre à le peaufiner. Nous, il faut vraiment que pour le coup, on puisse vraiment créer des contenus qui engagent et qui évoluent. Meunier Vibe. Qui a la ref? Au départ, ça me fait marrer parce que... Donne pas la réponse, on va voir s'il y a des gens qui ont la ref en commentaire. Ok, je donne pas la ref tout de suite. En fait, c'est compliqué de ne pas donner la ref un peu le temps et de faire ce slide-là. De toute façon, on a un petit décalage, donc on verra s'il y a des gens qui ont la ref. Mais en gros, si vous avez vu le dernier documentaire sur Prime Video de Squeezie, il passe beaucoup de temps à mettre en avant Meunier, son monteur. En fait, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, il a réussi à créer une signature assez forte. C'est qu'en fait, tous les passages qui étaient fun, mais qu'on aurait pu aller plus loin, créer du rire, etc., parce qu'on n'a personne en face qui rigole, comment on réussit à pousser l'utilisateur à rigoler et à faire un petit poufement de rire. Et en fait, ça passe par des assets, du motion, tout ce qui est un peu plus et qui permet d'habiller l'image et de pousser une blague un peu plus loin. Et du coup, moi, ce que je trouvais intéressant dans l'analyse du coup de la Meunier Vibe, c'est que en fait, la blague qu'on aurait pu faire à un pote en regardant la vidéo, elle apparaisse à l'image. Typiquement, quand on voit par exemple un joueur du FCL là qui parle du fait du beurre doux, etc., direct la réaction, en fait, on a les Bretons qui sont en colère. Et ça, c'est typiquement le truc que tu vas faire toi à l'image et que tu vas réagir. En fait, ça se retranscrit à l'image sur la vidéo. Pour moi, c'est un peu le futur des réseaux, des contenus sur les réseaux sociaux. Et on l'a intégré très vite depuis fin d'année pour nos clients. Et il y a ce que ça suscite chez la personne qui regarde, mais l'enjeu aussi, on en revient toujours à ce sujet de rétention, qui font partie de nos préoccupations majeures, et comment on dynamise les formats, comment on vient semer pas mal de petites graines et réussir à interpeller à intervalles très rapides ou très courts l'utilisateur pour qu'il ait jamais le temps de décrocher et jamais le temps de s'ennuyer, quoi. Et ça permet aussi d'intégrer des éléments de la marque sans mettre le logo. On peut mettre la couleur, on peut mettre des éléments forts de la marque sans qu'il y ait forcément le logo à poser dessus pour encore des enjeux de rétention et de proximité. C'est hyper important. Donc, juste pour répondre à 2 petites questions qu'on a eues de Myriam et Noémie. La première, est-ce que vous trouvez que les clients ont évolué par rapport à ce qu'ils attendent des réseaux sociaux ? Moi, je pense que là, c'est notre job à nous, c'est d'amener la pédagogie, de les accompagner sur leur évolution, etc. Mais je pense que pour le coup, on les challenge beaucoup, ils nous challenge beaucoup, et je pense qu'on évolue ensemble. Ouais, je dirais que ce que je constate moi, et c'est cool parce qu'on a pas mal de clients qui sont là avec nous depuis plus de 3 ans, c'est qu'ils sont aussi de plus en plus ouverts. En soi, les enjeux et les objectifs que se fixent les marques avec leur communication sur les réseaux notoriété, sociaux. conversion. Voilà, mais par contre, c'est sur la manière d'y arriver, sur les moyens qu'on emploie, sur ce qu'on met en œuvre, sur à quel point on est ouvert aussi à faire bouger les lignes par rapport au positionnement de la marque. Parce que notre gros enjeu, c'est ça, nous, notre marge de manœuvre, elle est dans comment on fait pour respecter le positionnement de la marque, les éléments de discours, être cohérent par rapport à la plateforme de marque dans sa globalité, mais en poussant le curseur là où on a de la marge de manœuvre pour aller donner aux gens ce qu'ils attendent sur les réseaux sociaux. Et c'est nous, notre marge de manœuvre, elle est là. Et c'est là où il y a pas mal de discussions avec les marques et on a de la chance puisque globalement, on a quand même beaucoup de nos clients qui sont très ouverts, très réceptifs et qui nous font confiance pour tester des formats, des choses comme ça. Après,
dans le discours, dès le premier échange, on dit à tous nos clients qu'on a une démarche qui est itérative, qu'on fait énormément de test and learn et que ça veut dire aussi, ça passe par le fait de prendre des risques mesurés. Hein. On s'éloigne jamais trop de la plateforme de marque, mais en tout cas d'accepter qu'à un moment, il faudra faire des pas de côté. Quoi. Et ce qu'on a pu faire aussi pour échanger avec des clients, c'est qu'on a fait des fois deux types de versions qu'on a poussé en dark et on a mesuré. On voit le taux de lecture à 50%, le hook rate, tous ces éléments-là. Et on voit très vite, pour l'instant, ça a toujours été dans notre sens, quand on fait bien les choses dans les codes des réseaux sociaux, on a quand même des meilleurs chiffres. Et juste la question de Noémie, du coup, sur les principales plateformes que vous utilisez pour faire votre recherche et trouver de l'inspiration. Je vois une petite passe à Lorraine qui s'occupe de la modération. J'ai publié un post sur LinkedIn là aujourd'hui sur ce sujet-là. Putain, il est fort. Mais, parce que du coup, ça va être un peu long, mais je vous dis, c'est vraiment le quotidien. J'ai 2 astuces. C'est premier, j'ai un VPN dans lequel je peux me balader du coup dans tous les pays du monde assez facilement pour être ciblé par les pubs, les ads, etc. J'ai tendance à faire un nouveau pays par mois pour voir les pubs YouTube, voir un peu tous les contenus que. T'es où ce mois-ci ? Je sais pas du tout. En Malaisie. Je crois qu'en fait, mon VPN tourne tout seul en automatique. Mais, et par contre, du coup, l'autre intéressant, c'est dans le quotidien. Je prenais l'exemple d'un rayon Fnac. Je passe beaucoup de temps dans le rayon cuisine, livre cuisine, c'est pour voir les tendances et qu'est-ce qui est en train de popper en ce moment. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est aussi important d'être ancré dans le quotidien des consos. Exactement. Enjeu aussi on a un enjeu, on parlait de nos clients. Ils veulent mettre leurs produits en avant. Comment on fait aussi pour amener le produit de façon un peu plus divertissante ou en tout cas un peu plus captivante, toujours dans l'optique d'avoir des bons chiffres de rétention et que le message, l'image passe. Donc voilà 2 exemples qu'on a pu faire avec Donna là. Donc essayer d'avoir là des contenus avec des effets spéciaux, en tout cas des effets qui attire le regard. En complément de ça, en fait, il y avait une grosse tendance sur la 3D. Oui. Beaucoup de marques avaient créé la 3D, etc. Mix 3D IA. Ouais, du coup, c'était forcément un peu plus complexe et coûteux pour les marques de réussir à pouvoir le faire et matérialiser dans leur feed. Du coup, nous, on a trouvé des alternatives à ça pour que ce soit vraiment des contenus accessibles, qu'on puisse vraiment réussir à développer. Mais aussi, c'est notre rôle aussi là-dessus, c'est comment on trouve des solutions par rapport à des problématiques clients. Tire-fesse. Ouais. C'est votre bébé. Vas-y, Ben. Bon, c'est pas mal parce que du coup, il y a Thomas qui est derrière la caméra, Tom qui est derrière la caméra qui crée tous les contenus. Toujours pas Thomas. Il y a déjà assez de Thomas dans cette boîte. Mais en fait, on a revu aussi la strat du compte Tirefest où on teste beaucoup de formats. Tout ce qu'on présente du coup à nos clients, on le met en pratique chez nous. En fait, on a 2 formats que je trouve qui étaient intéressants à vous partager. C'est qu'on a expérimenté. Donc, le premier, on fait jouer à des jeux du coup à notre communauté. À notre salarié. Derrière, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ils posent des questions liées aux réseaux sociaux avec une mécanique différente qui est quand même liée à la food. Et de notre côté, on a Francis, du coup, l'un de nos chefs, qui du coup prépare une petite recette. Et du coup, c'est un format un peu podcast qui a derrière discussion. En fait, on a voulu challenger les formats un peu classiques qu'on pouvait faire. Comment réussir à les faire passer un peu à la vitesse supérieure. Plus naturel, plus authentique, loin plus vrai. Le portrait chinois qu'on a vu 15 000 fois. Je le déteste celui-là. Et qu'on voit encore trop souvent. Et comment on crée des prétextes, quoi. Et est-ce que, pour le coup, c'est un sujet, on en échange beaucoup avec Benjamin, puisque je travaille aussi sur la partie market avec Lorraine et Tom qui sont derrière la caméra. Et on a un vrai gros enjeu, typiquement par rapport au premier format, à se dire comment on continue à garder quelque chose qui soit cohérent, garder cette notion d'expertise, garder des choses qui soient pertinentes par rapport au sujet qu'on est légitime à aborder. Comment on fait pour valoriser les collaborateurs dans un contexte qui soit un peu différent et puis surtout leur proposer à eux une expérience qui soit originale, plus que de leur dire tu vas nous faire une vidéo pour parler d'un sujet X. Comment est-ce qu'on peut essayer de ramener un peu de fun et de dynamisme dans ce truc-là. Et c'est on a vraiment pas mal échangé sur ce sujet, de réussir à trouver l'équilibre entre le divertissement et l'expertise. Moi, je suis très expertise. Ben est très divertissement. Du coup, on a pas mal échangé sur le fait de se dire comment on arrive à trouver un juste milieu entre les deux pour que les gens soient pas surpris de voir ce genre de contenu sur nos réseaux, mais qu'en même temps, ça reste une bonne expérience et pour les collaborateurs et pour les gens qui vont les regarder, quoi. Donc, voilà. Allez nous suivre sur LinkedIn. Ouais, partout. On avait une question. En conclusion, vous pourrez nous
Oui, du coup, l'IA, c'est une question. En fait, on l'utilise de plus en plus, mais plutôt au service des contenus. Donc, en fait, c'est rare qu'on fasse IA seul. Typiquement, on peut l'utiliser pour un format paysage, réussir à rajouter en fait de l'image au-dessus et en dessous pour réussir à avoir quelque chose de carré. On l'utilise aussi sur des créas statiques dans lesquels, en fait, typiquement, on voudrait matérialiser un objet en 3D. Des fois, l'IA permet de le faire plus rapidement. Aussi sur les banques d'images. Des fois, on a besoin de trouver des images un peu spécifiques. Je vous invite à aller voir sur Adobe Stock ou Shutterstock, etc. Maintenant, eux, ils créent même leur contenu via une IA, etc. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment du complément et au service de la créativité. Mais c'est très rare qu'on fasse un contenu seulement en IA. Il faut savoir que chez Tierface, on a tout internalisé en production pour avoir quelque chose d'authentique. Et surtout, nos clients, ils aiment le côté réaliste et authentique. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pour rajouter de l'IA, peut-être techniquement. On peut l'utiliser là, typiquement, on va sortir des podcasts, on va utiliser l'IA de Adobe pour avoir un son de meilleure qualité. L'IA, il y en a partout maintenant, donc voilà. Threads. C'est toi, l'expert stratégie. Expert stratégie sur Threads. Bon, moi, ce que je trouve intéressant sur Threads, c'est vrai qu'à date, aujourd'hui, dans nos stratégies, on a plus de stratégies Insta, TikTok, Facebook que X ou Twitter. On peut peut-être l'appeler Twitter X, on a toujours du mal. Et donc, Threads, aujourd'hui, est venu concurrencer X. L'enjeu là-dessus, moi ce que je trouve intéressant, c'est déjà le lien qu'il y a avec Instagram. C'est-à-dire, vous vous lancez sur Threads, si vous avez une petite communauté, vous pouvez vite avoir vos 2-3 000 premiers abonnés, qui sont souvent les plus complexes à avoir, qui vous permettent de réussir à lancer un peu plus la machine. L'enjeu là-dessus, il va être comme sur Twitter, ça va être d'être réactif et d'être bon, et de réussir à créer sa communauté et à aller en réaction. L'objectif, ça va être un peu comme à la Twitter, de faire des threads, mais sur Threads. Et donc voilà, après, on va voir comment ça évolue. On regarde aussi beaucoup les plateformes. Pour l'instant, on n'a pas de marque encore sur Threads. On vient d'en conseiller une hier. On croise les doigts pour qu'elle aille dessus. Mais en tout cas, les enjeux restent les mêmes que sur Twitter pour moi. Moi, là où je suis curieux par rapport à Threads, c'est que surtout, enfin, moi j'ai vu beaucoup de gens, parce que moi je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn que sur d'autres réseaux, j'ai vu pas mal de gens de LinkedIn débarquer sur Threads et essayer de ramener sur Threads plus ou moins ce qu'ils faisaient sur LinkedIn, peut-être avec un peu moins de formalisme, peut-être avec des choses qui sont peut-être un petit peu plus spontanées et un peu moins écrites, un peu moins formelles, mais sur des thématiques qu'on peut retrouver sur LinkedIn, au même titre qu'il y a des comptes Twitter qui font des threads, ça on s'y perd, mais avec des contenus très pédagogiques qui font beaucoup de contenus éducatifs aussi. Je suis assez curieux de voir dans quel sens va évoluer la plateforme. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui sera très dans la spontanéité, l'humour, l'instantanéité, ou est-ce qu'il y a quand même une place sur ce réseau-là pour des contenus un petit peu plus éducatifs? Je pense que ça peut être un angle aussi intéressant pour certaines marques, d'aller tirer le fil ou de proposer des choses qui sont peut-être plus difficiles à exploiter sur des formats vidéo ou des formats visuels, de le faire via du texte sur une plateforme qui reste une plateforme pour l'instant très, très orientée sur les contenus textuels. Donc je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à creuser là dans l'année qui vient. Je vous encourage vraiment à checker le podcast Table Oval avec McFly Carito, Hugo Décrypte et Élise Lucet. En fait, ils parlent de Twitter, que derrière, la véracité des informations qui sont partagées sur Twitter sont de moins en moins véridiques parce que du coup, il y a une rémunération sur les impressions des posts, etc. Donc, c'est un peu la quête à celui qui va créer la fake news la plus populaire. Donc, on est en train de voir aussi est-ce que Thread va muter sur quelque chose, on va dire, de plus authentique, etc. versus un Twitter où ça part un peu dans tous les sens. Donc, à creuser. Mais je pense à suivre de près. Et nous, on suit aussi les marques qui sont présentes dessus pour voir s'il y a des opportunités. Votre move game changer. Oui, on nous montre la montre derrière. Ouais, on va se dépêcher. Une question, je pense qu'on y a un peu répondu, je pense, sur le move game changer, sur les marques par rapport à la recette qu'on a envoyée à Pauline. Je pense que si vous êtes authentique, naturel, vous êtes drôle, vous êtes engageant, vous comprenez vos consommateurs, normalement, il n'y aura pas besoin d'être game changer, il y aura juste besoin de continuer à faire ce qui fonctionne. Là-dessus, on est plutôt partisan de se dire que il n'y a pas vraiment de move game changer. Même ce qu'on pense être des grosses innovations n'en sont jamais vraiment. Les algorithmes et les plateformes changent, les gens, eux, changent pas tellement.
Ce qui faisait une bonne pub il y a 30 ans fait aujourd'hui une bonne publication sur les réseaux. Donc concentrez-vous sur les basiques, faites attention aux évolutions plutôt sur la partie format pour essayer de rester pertinent par rapport aux formats qui sont poussés par les différents algos sur les différentes plateformes. Mais au fond, vaut mieux être très bon sur la psychologie de l'utilisateur, du consommateur, sur l'écriture, sur la narration, etc., qui sont des skills qui sont intemporels et qui vous serviront quels que soient les réseaux qui popperont demain. Et puis, évidemment, comme le disait Glenn, les ingrédients qu'on a évoqués juste avant, qui nous paraissent être... Être game changer, c'est être intemporel. Ouh, c'est beau ça. Je peux en faire un t-shirt? Influence, ouais, bien sûr. L'influence en 2024, moi, c'est un peu ce que je partage beaucoup aux clients et d'un reco qu'on fait pour tout le monde. Je compare en fait des contenus qui ont été produits avec une agence et les influenceurs qui incarnent un format spécifique, genre une recette, etc. On se rend compte que typiquement elle fonctionne très bien grâce à l'ADS, mais d'ailleurs elle génère peu de commentaires, peu de likes, etc. En fait, on va trop loin de l'univers du créateur et de l'influenceur, donc la communauté et son audience s'en moquent un peu. Versus des formats où en fait on laisse carte blanche à l'influenceur, juste on lui fait un bon brief, on prend le temps de brainstormer avec lui, et derrière il crée à sa sauce du coup son contenu, où derrière on a vraiment un contenu qui fonctionne et qui plaît à sa communauté. Et d'un autre côté, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de nouveaux influenceurs là qui sont en train d'arriver, qui ont pop, etc. Ils n'ont pas forcément une culture technique, et du coup les agences là peuvent les accompagner sur des projets un peu fous. Avec du matériel, une équipe de prod, etc. Et c'est des contenus qui vont ultra performer parce qu'ils vont venir d'un rêve de l'influenceur et il va être reconnaissant. Donc vraiment pour le coup, si vous voulez créer des campagnes avec des influenceurs, je prends la phrase de Thomas, mais passez plutôt par c'est commande versus collaboration. Donc voilà, donc plutôt une collaboration qu'une simple commande avec un brief en disant t'es payé tant et fais ça. Ça marche pas. Souvent l'influenceur va le faire parce qu'il est payé et puis basta, et puis il va enchaîner les marques, et puis il y aura un impact pour votre marque qui va être très faible. Qu'est-ce qui fait la différence sur une vidéo? Allez, on va dire la hook, pour aller vite. Ouais. Non, mais l'accroche. Les 30 premières secondes. Hein. Soignez vos accroches. Ouais. Et après du rythme. Ouais. Et le sujet. Faut pas qu'on se fasse chier. Bien accroché, on se fait pas chier. Une tendance des formats plus longs. On se retourne tous les deux. On n'est pas toujours d'accord. Non, mais c'est plus par rapport à TikTok, Insta, etc. En fait, les outils changent. Typiquement, Instagram en 2023 a rajouté du coup la petite barre pour pouvoir avancer dans la vidéo. Où avant, en fait, on faisait des formats très courts pour créer des boucles. Aujourd'hui, on se permet d'avoir plus de longueur. Et après, on est aussi bloqué par rapport à l'AD. Quand on va pousser un contenu en AD, des fois, on a aussi des blocages sur la durée. Et pareil, sur certains comptes, on est limité à 1 minute 30. D'autres, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, en fait, on a des contraintes aussi de plateforme. Donc, et je pense qu'il y aura un peu... TikTok a essayé de pousser là, vers des formats 10 minutes. On en voit quand même très peu. C'était un peu le même move que Instagram avait fait avec les IGTV il y a, je sais pas, 3-4 ans de ça, où ils voulaient justement aller concurrencer YouTube. Ça a jamais trop pris. Je pense qu'on restera quand même sur ces plateformes Instagram, TikTok, plutôt sur des cours. Après, il y aura quelques formats longs qui vont fonctionner. S'ils sont bien faits, on peut se laisser prendre sur les formats docu ou autres. Mais c'est là où c'est intéressant aussi de se poser la question de la plateforme, parce que pour le coup sur YouTube il y a une vraie tendance de fond sur des formats longs pas édités. Je pense notamment à un youtubeur américain qui s'appelle Sam Sulek, qui est un bodybuilder, influenceur fitness. Que je suis pas mal. Ça marche pas. Et qui fait des Day in the Life of ou alors ma séance de dos du jour. Et en fait, le mec se filme quasiment non-stop sans éditer son truc pendant 1h30. Et il a pris 500 000 abonnés en l'espace de 3-4 mois. Et ça fait écho à ce qu'on dit depuis le début, l'authenticité. Ouais. Vraiment ce sentiment de dire j'ai l'impression d'être avec lui, j'ai l'impression de le connaître, j'ai l'impression de faire partie de sa vie et d'être dans son quotidien. Et c'est assez impressionnant parce qu'on en voit de plus en plus sur YouTube. Dans quelle mesure ça va se transmettre, ça va arriver sur les autres plateformes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une tendance de fond qui est assez intéressante. Ouais, clairement. Bon, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est quoi, de l'AGC. De l'AGC maintenant, pour le coup, mais pour les nouveaux, clairement, je pense que c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Ouais, il ne faut pas trop le faker. Merci. Merci. Quels sont les objectifs en tant que dirigeant? Putain. Thomas, une newsletter. Ouais. Non, quels sont nos objectifs en tant que dirigeant?
En toute transparence et pour être très honnête avec ceux qui nous regardent, l'année 2023 a été un sacré challenge pour tout le monde. Pour Une les belle équipes, année pour de nous. croissance. On est passé d'une boîte qui a fait pas loin d'1,6 million à la clôture du dernier exercice. Aujourd'hui, on est en track pour faire 2,5 millions. Donc on a quand même rajouté quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année qui vient de s'écouler. De très belles signatures, des nouveaux clients qui nous challengent énormément. Pour ça, on continue de se staffer. Je crois qu'on a quasiment une quinzaine de nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l'agence sur l'année qui vient de s'écouler, avec des profils qui sont aussi beaucoup plus expérimentés, des gens qui apportent vraiment une grosse valeur ajoutée à tout ce qu'on fait au quotidien, et puis des gens qui continuent à monter en compétences énormément, ce qui est notre grosse source de satisfaction aujourd'hui en tant que dirigeant, mais on est conscient aussi du fait que c'est pas facile, que ça a été une année qui a été difficile, qui a mis un peu tout le monde à rude épreuve. Donc déjà, j'en profite pour exprimer ma reconnaissance à tous les gens qui travaillent avec nous au quotidien de ces dernières années. Je pense que là, on a un vrai enjeu à continuer à grandir. Évidemment, notre ambition, elle n'a pas changé. On veut toujours devenir la meilleure agence social media food, pour l'instant, de France, mais on n'est pas contre ouvrir nos chakras à d'autres secteurs d'activité demain. On a déjà beaucoup de boulot dans la food. Donc ça, l'ambition, elle est toujours la même et elle va pas bouger. Ça, c'est la boussole. Mais il faut qu'on arrive à continuer à structurer, continuer à stabiliser, essayer de faire en sorte de mettre les équipes dans les meilleures conditions de travail, parce que les gens se donnent énormément aujourd'hui chez nous. Et encore une fois, je le dis, on en est très reconnaissant, mais on est aussi lucide sur ce que ça leur demande. Donc vraiment, continuer à grandir, peut-être un peu moins vite que ce qu'on a pu faire par le passé, travailler sur le fait de stabiliser l'activité, et puis continuer à faire du bon boulot pour les marques qu'on accompagne. Ouais. D'accord. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Non, je pense que Non, on a les mêmes objectifs là-dessus, et puis tous les objectifs qu'on vous a dit un peu plus haut, en tout cas sur la partie contenu, engagement, faire les choses que peut-être les autres marques ou les autres agences ne font pas. Si on veut devenir les meilleurs, il faut qu'on puisse réfléchir différemment, être centré sur la data, sur l'engagement, sur le consommateur, et pas se mentir, quoi. Et merci à nos clients pour le soutien et le fait qu'on crée une aventure sur le long terme. Je trouve ça, c'est hyper important pour nous. Ah, on se sent bien. Ouais. Non, mais, C'est confort. Faut le demander aux gens qui bossent chez nous. Nous, on n'est pas les mieux placés pour le dire. Non, mais je pense qu'au-delà du côté confort, etc., je trouve que c'est vraiment devenu un outil de travail pour nous. Où en fait, on a 4 studios qui sont dédiés à la création de contenu food. Et avec nos formats, on a une cuisine de chef qui est entièrement équipée pour que derrière, ils puissent vraiment réaliser des belles recettes. Ouais. Et en plus de ça, du coup, on a un espace de vie qu'on peut aussi utiliser pour des tournages. Et la vraie force du coup de nos studios, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire venir du coup des consos directement dans nos locaux, les accueillir dans les bonnes conditions, faire en sorte qu'ils vivent une super expérience. Et ça, pour le coup, ça va être game changer. Et clairement, on va se différencier nous en tant qu'agence sur ce point-là. Et ça, c'est le dernier plug. Pour aller plus loin, on a une super formation. Un petit lien, Lorraine. Social media pour les chefs de produits. Quasiment 7 heures de formation qu'on a pour ambition de continuer à updater régulièrement. On rentre forcément un petit peu plus dans le détail des bonnes pratiques, de ce qu'on met en place au quotidien pour nos clients. On trouvait que c'était un bon moyen pour nous aussi d'accompagner les gens qui n'ont peut-être pas envie ou les moyens de travailler avec l'agence aujourd'hui. On trouvait que c'était une bonne porte d'entrée aussi dans notre univers, comprendre comment on fait notre job, comment on pense nos services au quotidien, et puis vous partager toutes les bonnes pratiques qu'on a pu glaner ces 4 dernières années à travers quelque chose qui se consomme bien, qui est bien découpé. Il y en a pour tout le monde, tous les besoins, toutes les problématiques. Il y a vraiment à manger dans cette formation. Donc je ne peux que vous encourager à vous inscrire, c'est 100% gratuit. Et puis à nous faire un retour, d'ailleurs, si vous en avez l'opportunité, on est preneur. Ouais. Voilà. Je crois qu'il y a plus de 7 heures de formation, ouais. C'est hyper important, etc. C'est très cool. Merci. Clairement, les 30 minutes qu'on devait faire, tous les trois, on explose tout ça. Dans tous les cas. Ouais. On a toujours qu'une personne en live. J'espère qu'on n'a pas qu'une seule personne en live. Non. Et du coup, je pense que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre sur nos profils LinkedIn. Yes. Je pense qu'ils sont juste en dessous, mais voilà, n'hésitez pas du coup à nous poser des questions en MP. On est vraiment à votre disposition et on aime bien les challenges. Donc si votre marque veut
avoir un petit challenger Tierfest, ça serait avec grand plaisir. Derrière, je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup aux X personnes qui étaient là. Bon appétit. Et on se dit à très vite. Ciao. Yes. Ciao. Salut.